Et nous commençons. Et nous commençons. On a une feuille. Et nous commençons, j'aime sur quelque chose qui, je ne crois pas qu'on a eu l'occasion de le faire ensemble, et qui nous relie d'ailleurs, presque inopinément, aux jeunes du dit Tevet, d'une certaine manière. On va le voir ensemble. La rencontre, encore une fois, les retrouvailles entre Yosef et ses frères. Et justement, vous voyez la makor numéro 1, la source numéro 1 dans Bereshit. Veine, enechem root, veine achi Benyamin, qui pi amedaber elechem. Justement, vos yeux voient, et justement les yeux de mon frère Benyamin, vous voyez bien qui vous parle. Qui pi amedaber elechem. C'est la bouche qui vous parle. Eh bien, justement, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce pi amedaber elechem. C'est en quoi le fait que Yosef s'exprime envers ses frères, quel est le signe qui va montrer justement, qui va confirmer à ses frères que justement Yosef est réellement Yosef. Alors tout de suite, on voit effectivement le Targum, accord numéro 2, justement, Targum Yonatan, okay, où il nous est précisé en araméen, Belishan Bet Kucha. Au bout du compte, en quoi vous êtes confirmé que c'est effectivement moi, Yosef, qui vous parle, parce que je vous parle dans la langue d'expression de sainteté. Donc, a priori, effectivement, l'hébreu. Mais tout de suite, on va poser des questions qui s'imposent. En quoi le fait de parler cette langue, qui fait partie des nombreuses langues mésopotamiennes, est en soi un signe inébranlable, un signe certain que c'est vraiment Yosef. Est-ce que ça nous suffit au bout du compte? Est-ce que ça aurait suffi au frère de Yosef? Poursuit Rachim, accord numéro 3. Bi birvodi, chez Ani achichem. C'est vraiment moi, votre frère. Chez Ani maoul kachem. Regardez bien, c'est moi. La preuve, c'est que je suis circoncis comme vous. Donc, oui, il a montré le signe d'alliance à ses frères. On va y arriver. On va y arriver tout de suite. Et d'abord, quand il dit justement, il a séparé le verset en deux. Veine enechem root. Au bout du compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez bien le signe d'alliance, donc c'est vraiment moi, votre frère. Tout de suite, Guy a évoqué la question qui va s'imposer, mais les Égyptiens, mais on va voir pourquoi est-ce qu'ils ont été circoncis, dans quelle mesure ils ont été circoncis. Et puis, en deuxième partie, Vodki pi amedaber, elechem, belachon hakodesh. Reprend Rashi, ce qu'on a cité dans la traduction et dans le Midrash. Je vous ai parlé dans la langue de nos pères, la langue d'expression de sainteté. Le Rav Sforno, et pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir ces deux éléments? On voit tout de suite qu'il y a deux éléments, la circoncision et la langue. Poursuit le Rav Sforno, Bilti malitz veine, bemechirati, lo haya ish medaber belshenu zolatenu. Au bout du compte, bien que cette langue, qui est la langue, encore une fois, de notre aïeul Avraham l'hébreu, Avraham à ivri, cette langue qu'on avait déjà expliqué, qui s'est poursuivie depuis Shem, Ever et donc effectivement Avraham. Jusqu'à la vente de Yosef du Rav Sforno, personne ne parlait notre langue, excepté nous. Qui a konim, Ayou Ishmaelim ou Médiani. La preuve, c'est que ceux qui ont acquis Yosef étaient des Arabes et des Midianim, qui a priori ne parlaient pas l'hébreu. Donc c'est une langue très particulière, qui est la langue de la famille. Les Arabes, tu veux dire. Ishmaël. Oui, donc les Arabes. L'origine des Arabes, d'accord? Oui. Non, pas encore musulmans. Pas encore musulmans. Les Ishmaélites, c'est les Arabes. Okay? Les gens de la population qui étaient à ce moment-là. Maintenant, le Maharal, accord numéro 5, dans son explication de Rashi, justement, il va essayer, donc je vous l'avais déjà un petit peu évoqué, le Gourarié, qui est le commentaire, l'encyclopédie du Maharal sur les Rashi de la Torah. Accord numéro 5 vous explique comme cela. Ma yereya yesh min halashon. En quoi le fait que, voilà, il pose la question, en quoi le fait
que Yosef parle en hébreu est une preuve. Des Arbe yeshi yodin lashon hakodesh. Beaucoup connaissent cette langue. Ki usfat knaanit. Comme je dis, c'est une langue de la région. Vechen. On sait que Yosef, il parlait énormément de langues. Et quand on dit qu'il parlait énormément de langues, il ne parlait pas seulement la grammatique, la grammaire, la sémantique de la langue. Il savait s'exprimer dans le langage de la nation qui est en face d'elle. D'accord? En face de lui. Acha. Et puis en deuxième point, Vechen, alamila, yesh le akshot. Pareil, si on parle de la circoncision, vous n'avez pas relevé, mais je suppose que vous avez pensé. Qu'est-ce qui se passe avec les Ishmaélim? Oui, pareil. Ishmaélim, Emnimolim. Sachez-le que c'est biologiquement parlant, c'est pas exactement la même. Mais bon, peu importe. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Non, les musulmans ne font pas la même opération. D'accord? Ils coupent, mais ils rebouchent. Après, ils rebouchent. C'est un peu compliqué. Mais peu importe, c'est pas comme les juifs. D'accord. Et après, il y a, okay. Exactement. Mais le fait est, c'est que, comme nous savons, c'est aussi un élément assez important parce qu'on avait eu l'occasion de rappeler les juifs karaïtes qui se disent juifs, qui encore un des détails fameux sur quelle base on sait comment ressemble la circoncision, alors qu'il n'est absolument pas inscrit dans la Torah où se fait la circoncision et comment elle se fait. Et nous avons la certitude par Torah orale, par tradition rabbinique justement, qu'Abraham a fait la circoncision exactement de la même manière que le Moël aujourd'hui quand il fait la circoncision du jeune bambin. C'est le Moël qui fait exactement oui, c'est ça. Achab. Vekol zera Abraham, Shem ibnei Ketura. Et toute la descendance d'Abraham, elle aussi, a fait la circoncision. Ve'odela ma lo iskir lahem amechira, shaita bezer hamakom. Il aurait pu rappeler la vente qu'il a été vendue. Oui. Qui mieux que Yosef sait qu'il a été vendu? C'était suffisant pour le peuple. Vraiment? Pour l'instant, il pose des questions. Ve'lama utzrach lomar lahem siman bemila ou belashon. Pourquoi est-ce qu'il y avait-il besoin d'évoquer un lien, justement, ces deux éléments, la circoncision et la langue. Ve'ira, ve'yare, maché, lo iskir lahem amechira, lo kashir. D'abord, le fait qu'effectivement il n'ait pas rappelé la vente, c'est pas une question. Pourquoi? Ve'gvar iskir lahem amechira, ani Yosef asher machartem oti. Il n'a pas besoin de le rappeler, parce qu'il est déjà évoqué dans le verset précédent, verset 4. Je suis Yosef que vous avez vendu. C'est moi qui vous ai vendu. Il leur a dit doucement qu'on va payer. On va l'évoquer. D'abord, je ne mets pas l'accent là-dessus. D'abord, c'est un autre sujet. D'abord, il a déjà évoqué qu'il a été vendu. Donc, il a même le rappelé de nouveau. Rak chez Yosef. Savar chez Maher chez vous, qui Yosef est guide d'avar à Mechira le Acher. Ce rapport entre Yosef et le respect pour ses frères vis-à-vis des Égyptiens, c'est le cours que je ferai, qui sera aussi diffusé sur Internet jeudi. Il y a Olga qui vous dit bonsoir. Bonsoir. Achab, le fait est, c'est que pourquoi est-ce qu'effectivement cela n'aurait pas suffi à confirmer que c'était bien Yosef? Parce que peut-être que Yosef, il a raconté ça à quelqu'un. Il a peut-être raconté ça à quelqu'un, et ce quelqu'un, il a répété, est en train de se faire passer pour Yosef. Et du coup, ils ne vont pas croire qu'il est son frère, qu'il est leur frère. À la vérité, ce n'est pas du tout évident, on va en parler dans quelques minutes, ce n'est pas du tout évident que celui qui était jeune à 17 ans et qu'on a mis dans le trou là-bas, 22 ans après, se retrouve le numéro 2 de l'empire le plus important du monde à ce moment-là. Oui. C'est pas non plus... Pas évident du tout. Ou les Ferrach, aussi flemme à Milam et à la Chon. Et donc, du coup, il leur rajoute ce point-là pour bien persister et signer, j'ai envie de dire, que c'est vraiment lui. Share Amila, Lotimtsa bebene Kenaan. Justement, la circoncision, on ne la trouve pas chez les descendants de Kenaan. Comprenez, les Égyptiens aussi. On va arriver à notre problème. Parce que vous avez déjà soulevé l'idée que les Égyptiens avaient fait la circoncision. Sauf que ce n'est pas dans la nature profondément égyptienne, en tant que descendant de Kenaan, aussi, le fils de Ham, pareil, eh bien, de faire la circoncision. D'accord?
C'est pas leur nature, au contraire, même l'inverse. Ils sont totalement débauchés, justement. Je t'en prie. D'accord? Chez Medabrim Belashon HaKodesh, le fait qu'ils puissent effectivement parler en hébreu, puisque c'est une langue de la région, les Cananéens, c'est envisageable. Mais ils n'ont pas fait la circoncision. À l'inverse, ou Bnei Ishmael, chez Amila, les Arabes, ils ont la circoncision, mais ils ne parlent pas l'hébreu. Elle aime la Shana Kodesh. Donc, le fait que Yosef se présente à ses frères en disant « j'ai la circoncision et je parle hébreu », ce sont deux éléments indiscutables, incontestables. ou siman mele, c'est-à-dire Malia, siman tov. C'est un bon signe. Il a les deux. עכשיו, ואני אומר, כי זה דווקא ההכרה מאליו ולא עניין המכירה, et plus que l'idée de la vente. Pourquoi il ne confirme pas l'idée de la vente? Parce qu'encore une fois, l'idée de la vente aurait pu être répétée, aurait pu être racontée. Mais le fait qu'il parle hébreu et qu'il ait la concision, et qu'il ait le Brit Mila, rend les choses indiscutables. Qui derrière Bnei Adam, les daber, velagid ameoraot v'amikreim, shebaou leyado. Encore une fois, c'est sociologiquement normal qu'on raconte qu'il nous est arrivé un tel événement. Là encore, la question se pose malgré tout au Maharal tout de suite. C'est vrai de manière générale, mais pas pour Yosef. C'est un autre sujet. Mais la grandeur de Yosef, quand il va dire Gunavti Beretz Haïvrin, qu'il a été volé en terre d'Israël, en terre d'Hébreu, met bien en évidence la volonté de Yosef de ne pas dire du mal de ses frères. Comme on dit, le linge sale, on le lave en famille. D'accord? Les goïms n'ont pas ouvert la bouche contre Israël. Ça a été vrai, et c'est encore vrai. C'est vrai? Avalamila, chez Od Brid Be'adam Be'gufo, mais la circoncision qui est justement le signe d'alliance sur son corps, comme dit David Améler quand il se retrouve au mikvé en disant comment il n'y a plus de mitzvah sur moi, et Akadosh Baruch Hu lui rappelle le siman abrit qui est là justement pour montrer que même quand tu es justement au mikvé, eh bien tu es encore animé par la mitzvah que tu portes sur ta chair tout le temps. Vegam Belshono Nikar, et la langue aussi. Vezavei Akarat et Akara le Atzamut Adam, l'essence même de l'homme, qui a une langue et un signe sur sa chair qui est bien évoqué. Ou Mashenatan Yosef Akarazot. Bedin ou Akara Meala. En fait, le fait que Yosef reconnaisse pleinement ces deux éléments, il n'y a pas de meilleur signe que ça. Ve'en aleem lomar, ki shema echad ibnei Ishmael, lama lashon hakodesh. On ne pourrait pas dire éventuellement que les Arabes ont appris l'hébreu. Aval, vous allez me dire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Il a fait. Un arabe qu'on appelle un arabe, maladroitement, qu'on appelle arabe israélien. Il parle un hébreu qui est avec un accent, je parle à 2-3 générations, un hébreu qui est mieux sans aucun accent arabe, sans aucun accent français, sans aucun accent de rien du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est très important. Le Maharal ici n'a pas dit Safa, il a dit Lachon. C'est fondamental. C'est deux problèmes. Quand on traduit Safa et Lachon en français, comme ça dans la mentalité israélienne moderne, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de dire. Mais Lachon et Safa sont deux notions différentes. Exactement. Lachon, c'est une manière, mais sans même évoquer Lachon la connaître, mais Lachon, c'est une manière de m'exprimer, plus que d'avoir appris la grammaire. Je peux faire aucune faute en hébreu et pourtant ne pas parler Lachon HaKodesh. Et à l'inverse, je peux faire aucune faute, je peux faire plein de fautes et parler Lachon HaKodesh. C'est-à-dire qu'il y a une manière de l'exprimer qui fait que Yosef, justement, quand il parle Lachon HaKodesh, il parle cette langue en étant conscient qu'il est en train de parler la langue, au bout du compte, telle qu'elle a été, telle qu'Akadosh Baruch Hu a utilisée pour créer le monde. Quand on parle hébreu, il ne faut jamais oublier qu'on ne parle pas le français. On ne parle pas l'anglais, on ne parle pas autre chose. Quand on parle hébreu, on implique une mitzvah. Il y a une manière particulière de l'évoquer. Achav, malheureusement, vous pouvez trouver des juifs qui ont oublié, même en Israël, cette notion-là. Il faut réapproprier. C'est les 2000 ans d'exil. Mais il y a
une dimension particulière de cette langue. Et Yosef, quand il la parle, ce n'est pas seulement parce qu'il n'a pas été à l'Ulpan pour l'apprendre. Il n'a pas seulement été renforcé dans la grammaire. Non, bien au-delà de ça. כי אחר שלשון אינו לבני ישמעאל, אין לנו לומר כלל. רק יתלו ביוסף שלשון ולשונו, וכן המילה. Encore une fois, cette langue est la langue particulière de celui qui est fidèle, justement, à l'enseignement traditionnel, au lien avec ses pères. Il parle la langue de Yaakov, il parle la langue de Yitzhak, il parle la langue d'Abraham. Oui, mais il est resté quand même très longtemps. Bien fait. Il ne parlait jamais hébreu avec personne. D'abord, il pouvait parler. Avec qui il parlait hébreu? D'abord avec ses enfants. Avec ses enfants. Ah, ses enfants. Avec ses enfants, avec sa femme. Osnat, Oui. c'est la fille de Dina, donc elle parle hébreu aussi. Ah. Et puis à Et côté quand de ça. il était dehors, il parlait. Non. Mais il a une manière, encore une fois, que je vais expliquer, c'est pas seulement parler grammaticalement, c'est une mentalité de parler. Il y a une manière, encore une fois, même quand on est justement en exil, de rester juif, on va dire, jusqu'au bout des ongles. Ça, c'est vrai. C'est vrai, malheureusement, on voit bien. Comportement. Ah non. Oui, oui. C'est ça, on ne peut pas se. J'arrive pas à comprendre. Oui, dans le comportement, dans la manière d'être. Dans la manière d'être. Encore une fois, le lien, là, si je vais exprimer autrement. Quand on est Yosef, on est capable, encore une fois, il est ivri du début à la fin. C'est pas seulement sentir juif, c'est pas seulement être juif. Yosef, je vous rappelle, c'est le digne descendant de Yaakov. Je l'avais déjà évoqué. Et les Toldot, Yaakov, Yosef, les engendrements de Yaakov sont donnés directement à Yosef. Yosef avait le vêtement du Kohen Gadol. Yosef est animé par une grandeur, un éclair impressionnant. Quand il parle à Shana Kodesh, il peut porter des vêtements autres, mais il a une manière d'être de toute façon qui est, encore une fois, je vous rappelle que Yosef, quand il mange tout seul. Vous avez les Égyptiens d'un côté, avant d'être reconnu par ses frères. Les Égyptiens mangent d'un côté, ses frères mangent de l'autre côté, et lui mange tout seul. Pourquoi? Il a sauvé l'Égypte. Tu as beau avoir sauvé l'Égypte, tu ne seras jamais de chez nous. Vont dire les Égyptiens. On lui a imposé. Lui a imposé. Il a une identité particulière, encore une fois, qui est insondable. Vous, les Juifs, Toujours pareil, quoi. il a gardé cette langue. Là où ça devient très dangereux, et c'est déjà annonce la fin des temps, et l'exil, la première délivrance quand on sort d'Égypte, comment est-ce que le peuple a été sauvé? Parce qu'il a su garder les shonam, les vusham, les shemotam. Ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leurs vêtements, et ils ont gardé leur nom. Vous pouvez vous appeler Jean-Pierre, mais à l'intérieur, vous savez que vous êtes Marlouf. Et comprenez. Mais à partir du moment où tu as oublié, que tu commences à croire vraiment que tu t'appelles Jean-Pierre, ça devient catastrophique. Oh. Excusez-moi, je ne l'ai pas aimé. C'est comme une espèce de. Shalom. אני בשיעור כרגע. אפשר לעזור אליי אחר כך? C'est pas תודה. parce que tu t'appelles, je sais pas comment, Alain. Comme il parlait hébreu des Juifs en Égypte, Égypte. et comprenez les Égyptiens, c'est tout. Encore, exactement. Mais encore une fois, on peut, et c'est malheureusement le drame qui s'est posé au dernier exil, c'est qu'on peut parler la langue hébraïque, on va en parler avec la lettre de Gershom Sholem, et malheureusement, avoir quelque part coupé un hébreu sans substance. C'est là que c'est dangereux. Mais on va y revenir. D'abord, je reste sur cette dimension, encore une fois, de la langue et de la circoncision. Je vous rappelle, Brit Mila, c'est pour ça que même en français, vous voyez qu'on passe à côté du sens quand on dit ça en français. Brit Mila, c'est l'alliance du mot. Ouais. Oui, mais tu peux l'écrire, c'est pas, Ktiv Malek, Ktiv Chazer, c'est pas un problème. Même ça, c'est pas ça. Le fait est, Mila. la Mila. Parce que justement, tu as l'alliance de la parole, tu as Brit Alashon, tu as l'alliance de la parole et tu as l'alliance du corps, l'alliance de la chair. Les deux sont intimement liés. D'accord? Quand on n'est justement pas égyptien, on a une manière, justement, on l'avait évoqué quand on avait parlé de Avraham Avinu, qui est descendu en Égypte,
qui a dû descendre en Égypte et qui dit à Sarah, Achoti At, et qui au bout du compte est en train d'enseigner aux nations comment est-ce qu'un homme doit se comporter avec sa femme. Pour l'Égypte, cela est absolument incompréhensible. La femme est un objet. Pour un Hébreu, l'intimité que j'ai avec ma femme, le rapport que j'ai avec ma femme, est aussi un rapport fraternel, un rapport de frère à sœur, de proche. D'accord? Ce qui n'est pas du tout la mentalité égyptienne. Donc, on est exactement dans cette même problématique-là. Si la femme est un objet, donc, effectivement, j'en fais ce que je veux. Et c'est là où, malheureusement, parfois, on entend des juifs qui, malheureusement, encore une fois, ne savent pas lire et ne comprennent rien. Quand on parle de kinyan sur la choupa, c'est pas ma femme que j'ai acheté. C'est pas c'est pas un achat, c'est pas une acquisition. C'est ce qui se passe sur la choupa qui en soit un kinyan. C'est qu'il y a un lien inaltérable entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme. De la manière qu'il y a kinyan et Eretz Israël, il y a un lien indéfectible entre moi et ma terre. C'est pas ma femme que j'ai acheté. Normalement, qu'il y a dans Mais j'ai pas acquis ma femme. Il faut pas se mélanger. D'accord? Bien sûr. Mais sinon, qu'est-ce que j'achète? C'est pas ma femme que j'ai acheté. Achat. Dans tous les cas, chez Kol Ouma. Alors, elle m'appartient et je lui appartiens. Même le m'appartient me paraît problématique. Oui. Oui. Ok. En tous les cas. C'est ça qui est problématique, c'est pas du tout le cas. En tous les cas, le fait est. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Abraham, quand il dit à Sarah, Achoti At, c'est un lien justement qui est profondément important. D'accord? Ah, ça, dans tous les cas, chaque nation, je saute quelques lignes, Gam Lachon, Gam Ila, Gam Akara Atzmi. Chez Kol Ouma, c'est 3 lignes après c'est souligné. Chez Kol Ouma, Yesh la Lachon Bifnei Atzma. Chaque nation a une langue qui lui est propre. Le Gam Ila, Od Brit Hi. Et la circoncision est aussi un signe d'alliance. Velet Lanolim Chosh Lemidai. Et on va trouver ce lien justement profondément entre la parole, donc un rapport plus élevé par l'esprit, et le rapport au corps, on va le trouver que chez les enfants d'Yaakov. Un lien, encore une fois, étroit entre le corps et l'âme, entre le corps et la neshama. Ou les fichach, les nyanadin halashon, ve'amila, akara atzmi, qui est au terme ishar simanim. C'est pour ça que c'est aussi important. En montrant ces 2 éléments, eh bien, Yosef révèle cette unité qui est inhérente à l'esprit hébraïque. D'accord? L'esprit du corps et de l'âme. Peu importe, ce n'est pas le problème. Oui, mais encore une fois, tout ça après 22 ans, n'est pas, il a oublié. Lui, il n'a pas oublié. Mais encore une fois, après 22 ans, et en plus habillé comme un Égyptien, tu comprends, il y a pas forcément, c'est pas forcément évident. Même Jacob, il dit lui, elle est. Non, c'est pour les enfants, Non, pas pour Yosef. Non, c'est pas du tout pareil. Yosef, il a, non, faut pas mélanger. Yosef, j'avais déjà expliqué, Yosef, il est ivri. La problématique. D'accord, Yosef, il est ivri. Quand je dis que Yosef est ivri, il a pensé à juste titre, dans la mentalité de Yosef, qu'il peut être pleinement hébreu au milieu de l'impureté égyptienne. Au milieu de l'idolâtrie égyptienne, il peut corriger et influencer moralement le monde entier. Lui est capable. Mais il se rend assez vite compte, justement, que ses propres enfants, qui ne sont pas n'importe qui, Ménaché et Ephraïm, sont habillés, nous dit Rachamim, et c'est ce qui est évoqué Chana, quand Yaakov doit faire la beracha, eux qui n'ont pas grandi au Beth Midrash de Abba, qui n'ont pas grandi justement, comme on dit, sur les genoux d'un Talmid Chacham énorme qui était Yaakov, comme les enfants des autres frères, se pose la problématique, ils sont habillés comme des Égyptiens. Et Yaakov va dire Mi-ele, il ne les a pas reconnus. À ce moment-là, Yosef va pleinement comprendre que cette idée, et c'est pour ça que Yosef, c'est pas un hasard si Yosef est appelé Yosef Hatzadik, qu'à son niveau à lui, il est tellement élevé
qu'il peut être au milieu des Égyptiens et ne pas être influencé, ne pas être souillé par la culture égyptienne. Mais à l'échelle du peuple, ça ne marche pas. Et Yehuda, je le rappelle, Yehuda en est pleinement conscient, Yaakov aussi, parce que quand ils partent en Égypte, je rappelle que c'est à Yehuda qui s'adresse, construis-nous un Talmud Torah. Va nous construire un ghetto, le ghetto de Goshen. Le premier ghetto de l'histoire qui est un ghetto volontaire. Pour être protégé, il faut être enfermé. Pourquoi il n'est pas allé voir Yosef? Parce que Yosef pensait sincèrement qu'en contraire, nous allons nous éparpiller parmi les nations et comme ça, notre influence sera encore plus grande. Mais ça ne marche pas à l'échelle du peuple qui va se constituer. Il faut être là-bas, enfermé. Dans beaucoup d'endroits, à travers notre exil, on a été protégés. Tant qu'on était dans le shtetl, dans le melach, tout ce que vous voulez, on était protégés. Mais dès qu'on est sorti, et parce qu'on a voulu aller à l'université de Düsseldorf et qu'on a dû par conséquent se convertir au protestantisme, ça a été la catastrophe. Et c'est quand on a quitté tous ces. Non. Pour venir. Et donc la langue a commencé à devenir une traduction. Et tout le problème, il est là. C'est pour ça que j'insiste, ce n'est pas seulement un rapport grammatical, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un rapport de mentalité. Yosef, en étant en Égypte, il a gardé cette mentalité hébraïque. Il s'est reconnu pleinement comme étant hébreu. Malgré tout. Arshav. Michol Makom. Sarir Akara Atzmit le Adam. Point fondamental du Maharal. Ces deux éléments-là, encore une fois, ne viennent pas en comparaison aux autres. C'est une connaissance intrinsèque de l'hébraïsme qui est en moi, de l'hébraïsme que je porte. Je ne suis pas plus juif ou moins juif que lui. Je ne suis pas, encore une fois, comment c'est le fameux article de Lévinas sur l'identité juive, pièce d'identité. Quand on se demande qu'est-ce que c'est qu'être juif, c'est qu'on ne l'a pas complètement perdu, mais on n'est déjà plus dedans. C'est terrible. Non, il y a l'article de Lévinas sur l'identité juive. Quand une personne est en train d'essayer de comprendre ce que c'est qu'être juif, oui, qui se pose la question, c'est quoi mon identité juive? Eh bien, quelque part, c'est qu'il est déjà en train de la perdre. Ya akara atzmit le adam. C'est une reconnaissance personnelle. Ve'amila ve'alashon akara atzmit hu. Je porte ça, je porte ce sceau sur ma chair. Ve'im lo haya akara atzmit zot, en kan akara. Si je ne me reconnais pas d'abord comme juif pleinement, est-ce que cela implique, quelque part, je perds mon identité? Ou maché, ou tzrach lomar Yosef ata, akara zot shel lashon hakodesh, c'est pas stam lashon, c'est lashon hakodesh. Je sais le sceau que je véhicule en parlant l'hébreu. Lo natan lehem akara rak bemila. Quand tout à l'heure Yosef évoquait l'idée qu'on a renvoyé les Égyptiens par pudeur, je ne montre pas le signe d'alliance devant tout le monde. Pourquoi parler effectivement à chuchotant quand je rappelle la vente? Je ne veux pas que les nations qui sont autour puissent émettre du dédain ou du mépris à l'égard de mes frères. Tout ça, encore une fois, s'inscrit profondément, comme tout à l'heure demandait Jacqueline, sur le comportement. Ce n'est pas seulement dans la langue sémantique, c'est dans ma manière de l'exprimer. Et voilà que vos yeux voient. Vos yeux voient que je suis votre frère. Il aura déjà montré cette concision. Je poursuis, j'ai déjà évoqué ça, le Maharal continue à développer son idée. Et là, et là, on touche un point supplémentaire sur lequel je vais aussi insister. Ce n'est pas seulement pour leur dire, je vous parle en hébreu, j'ai la circoncision, donc c'est moi votre frère, parce qu'il aura déjà évoqué ça au préalable. C'est aller le dire à Yaakov. N'oubliez pas de le dire à Yaakov. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de le dire à Yaakov? On va essayer de comprendre. Alokol Mitzrayim Nemolim. Et juste au point supplémentaire, tous les Égyptiens sont circoncis. Chez Yosef Amar Lehem,
Yosef leur a dit, vous avez la suite, deux, trois lignes après. D'accord? Vous avez juste après. Allo kol mitzrayim nimolim. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septième ligne en partant du bas. Tous les Égyptiens sont circoncis. Chez Yosef Amarlehem, ve'chiach otam la mila. Il les a obligés à faire la circoncision. Gvar nidber lemala. Ha'ikara akara. Ha'ita bamila ve'alashon yachad. On a dit déjà qu'il fallait ces deux éléments-là. Et on a trouvé chez personne, aucune nation, ces deux éléments-là en même temps. Ou la circoncision sont l'hébreu, ou l'hébreu sont la circoncision. Et les Égyptiens, justement, en tant que descendants de Canaan, évidemment, pourquoi est-ce qu'effectivement, ça ne peut être reconnu que par le biais de Yosef? Parce que seuls les descendants de Yaakov ont fait la circoncision. C'est-à-dire qu'en évoquant l'idée que les Égyptiens soient circoncis, ça vient confirmer que Yosef est vraiment Yosef. Comment? Parce que celui qui a imposé aux Égyptiens de faire la circoncision ne peut être que le descendant de Yaakov. Donc Yosef. D'accord? C'est la même circoncision que celle des Juifs. Okay. C'est pas comme la circoncision des Non, parce que c'est Yosef qui leur a imposé. Et comment elle les a imposés? La bride. Yosef est capable de prendre le monde entier et de le faire à son niveau à lui, évoluer de manière extraordinaire moralement. Il n'y a pas beaucoup d'expressions ou adhérer. Mais ils n'ont pas eu le choix. Non, ils ont le choix. Oui, ils n'ont pas eu le choix parce que Yosef, non seulement ils ont adhéré, et non seulement ils ont été imposés, mais en plus, ils ont été imposés. Parce que j'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer, à un moment donné, ils ont vendu leur terre à Yosef. D'accord? Si on voulait un petit peu truc, l'Égypte nous appartient. C'est-à-dire? Mais c'est lui qui a enseigné la bride aux Égyptiens. Il avait dit. Il veut encore une fois, c'est surtout l'essentiel à quel niveau? La volonté, je répète, c'est que quand on nous dit surtout de ne pas copier les actes des Cananéens et les actes des Égyptiens, c'est parce que c'était des actes profondément débauchés. Disons, pour faire court et clair, disons que la marche orgueilleuse qui se fait une fois par an, malheureusement dans certaines régions, eh bien, à cette époque-là, elle pouvait se faire tous les jours. C'est suffisamment clair comme ça? Non. Ah, La marche des... la marche des tordus, d'accord? Des tordus ES ou US ou je ne sais pas quoi dire, d'accord? En Égypte est profondément importante, d'accord? Pas que ça, hein, d'ailleurs, mais tout, d'accord? Toutes les méthodes sont permises. Ça, c'est l'Égypte, d'accord? Donc, en voulant adoucir, ce qui est aussi un petit peu l'objectif de la circoncision, en voulant adoucir l'instinct, il leur impose cela, il les élève moralement. D'accord? Arshal. Et donc, c'est exactement le cœur profond de ce qui est inscrit dans la circoncision. C'est pour ça que dernière ligne de cette deuxième colonne, des Karamar, Beni Yeshmila, Rak Bezera Yaakov. Seuls ceux qui sont descendants de Yaakov pour la circoncision. Donc, encore une fois, ça montre que ce n'est pas seulement, encore une fois, un rapport sémantique, mais au-delà de ça, un rapport culturel. D'accord? Ou Bishvil Kach, Echarti et Mitzraim à la Mila. C'est pour ça que j'ai imposé aux Égyptiens. Tu vois le Maralgi? La première phrase. Echarti et Mitzraim et Mila. Je les ai obligés à faire la circoncision. Imkem, Milat Mitzraim Messaya la Akara. Donc, au lieu de remettre en cause le lien indéfectible de Yosef avec son hébraïsme, cela vient confirmer son lien. L'Égypte, qui a fait la circoncision, vient redonner encore plus, si je puis dire, de preuves que Yosef est vraiment Yosef. D'accord? Achat. Mais, en admettant que ça ne nous suffise pas, comme explication. En admettant. Oui, je sais. Ah oui. Achat. Je vais évoquer, grâce au Chacham Akta et à Kabbalah, je vais évoquer un point supplémentaire. On a dit tout à l'heure que, avec le Maharal, va le répéter à Yaakov. Pourquoi est-ce que c'est aussi important que Yaakov, eh bien,
sois certain que je suis vraiment Yosef. On va prendre la première raison qui est invoquée par le Ktav et Kabbalah, où il se réfère au, on va le voir tout de suite, vous voyez, Makor numéro 6, Araap. C'est quoi Araap? C'est le Rav Azaria Figo, qui en fait, le Rav Azaria Figo, qui est appelé à la base dans la bonne sémantique italienne, Figgio, d'accord? Et qui est du 7e siècle en Italie. C'est lui, Figo. Okay. Il y a des Figo au 17e Portugal. עכשיו, le חכם רבי עזריה פיגו, כוונת יוסף בזה לומר, ידעתי כי באמת יקשה מאוד להביא הזקן לצאת מהארץ, exceptionnel. Je sais que c'était très difficile pour mon père de sortir d'Eretz Israël. Ouais. Pour Yaakov, l'idée de sortir d'Israël lui paraissait quelque chose d'absolument. Oui, mais il est sorti pas comme ça, Yaakov. Regarde. Après, Yaakov ne voulait pas sortir, ne veut pas sortir. C'est bon. Je sais que c'est très difficile pour Yaakov de sortir d'Israël. Imlo, chez Yaltsehu, s'il n'est pas obligé de le faire. Acheshek, Lerot, Aflagat, Gdulat, Otsen, Kevodi, ne serait-ce que par désir de voir la grandeur à laquelle je suis arrivé. Vaya imken, minat sorech sheodia lachem et partout kol shifrei ma'alot sheyesh li mi'agdula ve'akavot. C'est pour ça que c'est aussi important que je vous montre qui je suis et où est-ce que je suis arrivé. Comme dit l'expression consacrée, tu as vu ce que tu étais, là, ce que tu es devenu. Ve'ka'asher tiru kar ken tesapru. Quand vous allez voir qui je suis vraiment, allez le raconter. Velo yotli be'atzmi. Pas par respect pour moi. Kevan shepi wa medaber elechem. Et nous dit le Rav Israël, le Rav Azaria Figo, allez bien dire à Yaakov que c'est vraiment moi. Voyez où est-ce que je suis arrivé. Racontez-lui pour qu'il accepte de sortir. Le Ktav à Kabbalah pose la question quand même. Si c'est pour ça qu'il fallait raconter ça à Yaakov, mais d'où est-ce qu'on est impressionné par la grandeur? oui. C'est un chidouche. Donc il il argumente ce que dit le Rav. Achab. Mais avant de continuer, voyons tout de suite Makor numéro 7 et je vais revenir après au Makor numéro 6. Le Meshech Chochma, le Rav Meir de Dvinsk, explique comme cela. Pérouche. שרצונו היה להתאפק ולהביא באופנים האלה את יעקב. Sa volonté, on retrouve l'idée qu'on a évoquée à l'instant, sa volonté c'est d'amener Yaakov. אך היה סבור שלא ירד כי בחוץ לארץ אין רוח הקודש. Pas seulement pour ce qu'a dit le Rav Azaria Figo que de voir la grandeur à laquelle je suis arrivé, mais pourquoi Yaakov ne voulait pas justement sortir d'Eretz Israël? Parce que quand on est en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas d'esprit de sainteté, il n'y a pas de prophétie. Et Yaakov est animé par la prophétie avec le privilège d'être en Eretz Israël. Chez Shura, il y a juste en Eretz Israël que Ruach HaKodesh Shura. Dera Kolzman, chez Nebad Yosef, lo sherta alav shechina. Et quand Yosef, malheureusement, est parti, peut-être la présence d'Akadosh Baruch Hu n'était plus aussi forte qu'elle avait été avant. Chez En Shechina Shura, Miatzvut, puisque, encore une fois, Yaakov étant profondément triste de la perte, a priori, de Yosef, le roi HaKodesh, la Nevoa, la présence d'Akadosh Baruch Hu, ne peut pas être présente quand on est triste. Donc, Yaakov étant triste, peut-être, il n'y a plus le roi HaKodesh. Aval, Kevan Shiyodea le Yaakov, Miyad Yasik roi HaKodesh. Mais quand ils vont lui raconter que Yosef est vivant, de nouveau Yaakov va se réjouir et de nouveau va revenir roi HaKodesh. Veshuv lo yirtze lavo le Mitzrayim. Du coup, il ne voudra pas descendre en Égypte. Oui. Lachen amar, ki pia medaber, ki yadoua ma'amaram beta'anit, comme on sait dans le traité de Ta'anit, justement. Écoutez bien, c'est moi qui parle. Achab, je saute quelques lignes.
Kevan Sharta Alav Shechina Beret Israël, comme la présence d'Akadosh Baruch Hu était présente en Eretz Israël, Shuv Lo Yavsik Av Vechutz Laaretz. Eh bien, lui a annoncé que justement, dites-lui bien que c'est moi qui ai parlé, pas un envoyé, pas quelqu'un qui a raconté, afin qu'il comprenne que même si effectivement, nous savons encore plus aujourd'hui, que même si effectivement il est en dehors d'Eretz Israël, étant donné qu'il est profondément relié à Eretz Israël, même en Chutz Laaretz, pendant un laps de temps, la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, le souffle peut encore être sur lui. Comme ça a été le cas beaucoup plus tard avec Yereskel, qui était prophète alors qu'il était en Chutz Laaretz. Nous avions vu ça ensemble avec le Kuzari, que la prophétie, la parole directe d'Akadosh Baruch Hu à la créature hébraïque ne peut se faire qu'en Eretz Israël ou vis-à-vis d'Eretz Israël. Et je rappelle ce que tu es en train d'évoquer peut-être tout à l'heure, sur le fait que Yaakov va accepter au bout du compte de descendre. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu va lui dire, ne crains rien, je te ramène. Al tira avdi Yaakov, je monterai avec toi. Et la preuve, c'est que Yaakov Baruch Hashem va être enterré à Hebron. Oui, mais il est allé à la suite de Benjamin. Non, à ce moment-là, il descend parce qu'il s'est présenté à eux. Pour l'instant, il n'y a rien. Non, putain, ça y est, il a été clair. Il leur a dit déjà. Il leur a dit que son père est vivant. Ça y est. Quand je dis que c'est ma bouche qui parle, ce n'est pas seulement ma bouche en tant que Yosef, c'est le cas de la Shona Kodesh, c'est ma bouche en tant qu'être animée par le souffle, par l'esprit de sainteté, comme si j'étais en Eretz Israël. À tel point que nous dirons aussi que pendant l'exil, durant l'exil justement, tant qu'on est relié à la communauté, c'est comme si on était en Eretz Israël. Durant l'exil. Si on s'écarte de la communauté, si on s'écarte du centre communautaire, du centre spirituel, on peut tout perdre. On sait très bien que malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Et comme je dis, tant qu'on est en exil, maintenant depuis plus de 70 ans, Baruch Hashem, l'exil touche à sa fin. Donc, inévitablement, de ce postulat, la tradition juive en dehors d'Eretz Israël va s'estomper, continuer à s'estomper jusqu'à, malheureusement, pour les souffrances que peut-être ça peut mener aussi, disparaître totalement, parce que le Ham Israël est en train de revenir sur sa terre. D'accord? Donc, quand il parle, effectivement, en voulant faire venir Yaakov, on a eu la vue d'Irav Azria, Figo, mais je vais revenir là-dessus, sur le fait qu'il faut faire descendre Yaakov, qui ne voudrait pas descendre d'Eretz Israël pour aller en Égypte, pour les raisons qui sont invoquées, sous l'esprit de sainteté, la joie de retrouver son fils, etc. Mais on va aller un peu plus loin que ça. Quand il dit la grandeur, on aurait pu croire que Yosef va dire chouf en Égypte, c'est parfait. Comme on dit choufou de Yenes. Mais c'est pas du tout ça, Chazechaïla. Choufouni. Choufouni. Regarde comme je suis beau, comme je suis grand, comme je suis parfait. Mais ça ne va pas avec l'esprit de Yosef. Donc, ce qu'a dit le Rav Azaria Figo, Chazechaïla, il ne s'est pas trompé. Il a juste mis en évidence quelque chose qu'il nous faut bien comprendre. C'est sur les Mechia. Mon objectif n'est pas qu'il voit combien je suis grand. Mon objectif est qu'il voit combien, eh bien, vous allez pouvoir vivre malgré tout, convenablement, même si vous venez en Égypte pendant ce laps de temps. Alors, il y a Jérémie qui me cite quelque chose qui… voilà, Jérémie, j'attendais que ça vienne. Il me dit, mais avant, c'est une plaisanterie, quand même, avant de partir en Israël, il faut demander au Gdolim. Et parce qu'il m'a appelé cette semaine pour me demander quelque chose, il y a un rabbin qui a insisté sur le fait qu'on peut rester en dehors d'Israël jusqu'à ce que le Mashiach y vienne. Vous connaissez cette fameuse phrase habituelle, mais c'est très ironique. Ah ben ça prouve, si je devais le prouver encore une fois de plus, que, en tout cas d'après les Chachamim, Yaakov, c'était le plus grand, et lui, Davka, avait de la peine à sortir d'Israël. Donc, comme quoi, pour nous, c'est une grande leçon. En tous les cas, on voit les évocations qui sont évoquées. Donc, on voit que la Shana Kodesh, c'est uniquement sur un laps de temps. On ne perd pas une seule seconde que, comme on dit souvent, Ger Yez Racha Beres Olahem. Tu es un étranger sur une terre qui n'est pas la tienne. Je te parle en hébreu, je ne te parle pas dans une traduction. L'exil a fait que malheureusement, je répète, l'hébreu est devenu une traduction, pas seulement de manière sémantique, mais aussi mentalement. On essaie de se réapproprier la mentalité hébraïque.
En somme, c'est en Égypte que les Juifs ont commencé à vivre sous cette forme de communauté. C'est la naissance du peuple. C'est une famille qui est descendue pour en sortir un peuple. Voilà. C'est le début de la diaspora. La naissance du peuple va naître là-bas. Oui, en communauté. Non, le peuple, il est né en exil. C'est pas exil de diaspora. Le peuple est né en exil. C'est une famille qui est descendue. Mais la seule raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est pour préparer justement le peuple, pour revenir. Je rappelle souvent que le Chafetz Chaim, quand il y avait des Juifs qui devaient partir à l'armée, le Chafetz Chaim expliquait que la seule raison pour laquelle on part à l'armée, c'est pour savoir comment on se bat quand on va revenir en Eretz Israël. On prépare les bases de Tzahal en dehors d'Eretz Israël. D'accord? À l'époque, je parle de l'époque du Chafetz Chaim qui est décédé en 1940, les Mignana. Pas aujourd'hui. D'accord? On aurait pu éviter que ça se passe comme ça. Et peu importe, c'est pas le sujet là. En tous les cas, je reprends les propos de nos Chachamim. Donc, En Zeyot, vous l'avez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huitième ligne de la première colonne. Je reprends justement l'argumentation du Chacham. C'est-à-dire, c'est pas une preuve le fait que tu dises, je l'ai dit un petit peu à l'oral, mais toi je répète dessus, ce n'est pas une preuve que parce que tu es devenu immensément puissant, immensément riche, donc c'est ça qui va convaincre Yaakov de descendre. En Zeyot, les Anshe Midot, Meulot, des gens qui sont moralement irréprochables, ce n'est pas du tout envisageable de s'émerveiller, l'itpa'el ve'lithalel be'atzmo. Un homme aussi important et aussi grand que Yosef ne recherche pas la grandeur, n'est pas en Égypte, n'est pas en exil, de cet exil égyptien qui s'annonce, n'est pas là-bas à cause du salaire mirobolant qu'il reçoit, sans faire de référence à personne. Non. Veimken, ma sha'avakesh shetagidu gevodi le'avi. Mais au contraire, ce que je demande que vous répétiez bien sur l'honneur qui est le mien à mon père, Eino, est là, kedei sheyavo etzli, mais pour qu'il vienne chez moi, pour qu'il accepte de venir. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément suffisant parce que Yaakov, tel qu'il était, aurait pu vivre dans la pauvreté en Israël. Son père n'est jamais sorti. Abraham a eu l'autorisation de sortir, mais Yitzhak n'est pas sorti. Et pourquoi Jacob a envoyé les enfants pour essayer de rapporter de la nourriture, tout ça? Parce qu'il y avait une réalité de la famine. Bon, donc il pouvait. Non, on peut. Mais au niveau de la halakha, on l'avait déjà évoqué. Au niveau de la halakha, on aura de sortir s'il y a un problème de parnassa pour revenir. Oui, pour revenir. Achab. Et celui que vous avez juste après le Arabah. Arabah, c'est le Beit Chadash, le Rav Yoel Sirkis. Juste après, Kedai Sheyavo Etzli, vous avez les abréviations. Arabah, d'accord? Arabah, Beit, c'est Arav, Beit Chadash. Le Rav Yoel Sirkis du XVIe siècle, qui était un grand décisionnaire à Belz, à Cracovie, etc. Achab. Evi Beshem Midrash Rabotenu. Ramène un Midrash que nous ramène nos Chachamim. Qui est un Medaber, qui pi un Medaber Alechem. Qui fichen libi. Ma bouche qui parle, c'est une bouche qui provient directement du cœur. Ça arrive justement, quand il y a cette scission, quand il y a cet exil, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hébreu devient une deuxième langue. C'est-à-dire qu'au bout du compte, je suis obligé de transformer ma conception du monde. Prenons l'exemple de ce qui se passe durant l'exil. Le peuple juif est devenu une religion. On connaît tous le problème. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand on est obligé de parler du judaïsme en dehors d'Israël, on vit dans une dimension erronée, tronquée. Il y a une scission entre la bouche qui parle et le cœur qui s'exprime. Comme dira Rabbi Yehuda Levi, je suis là, mais mon cœur est en Eretz Israël. Veim shelo niskar lev bekatuv. Pourtant, le cœur n'est pas invoqué. Qui pi medaber, c'est ma bouche qui parle. Il n'a pas dit, c'est mon cœur qui parle. Mipnei sheyachol lomar, ki ani medaber elechem. Il aurait pu dire, c'est moi qui vous parle. Non, il dit, c'est ma bouche qui vous parle.
Ve'askir pi, mipnei she'adibour amusam bape ou kli alev, leotzi ashir betocho. La bouche est censée exprimer ce que nous portons profondément en notre cœur. La règle d'exil a fait que malheureusement, comme je l'ai dit, il y a eu des scissions. Il y a eu un séparatisme entre ce que je porte profondément en mon cœur, c'est-à-dire quand le cœur est bien orienté de servir à Kadosh Baruch Hu, donc d'être relié à cette fidélité. Justement, on dit que les yeux, le regard peut amener à la débauche et le cœur peut amener à l'idolâtrie. Et justement, à la lecture du schéma, le cœur peut amener l'idolâtrie, les yeux peuvent amener à la débauche. Donc celui qui est totalement fidèle, qui est totalement cohérent avec son cœur, en vrai, son cœur est orienté vers Akadosh Baruch Hu, à l'inverse de l'idolâtrie. Donc la bouche va exprimer la parole totalement fidèle à ce que son inclinaison du cœur lui demande. En disant qu'il pille Medaber, Yosef dit, reprenons ce que dit ce qui est souligné, qui date rabotenu baiser, qui da'at ktsat mefarshim. Ça me paie al chefetz varatzon. Ce que je pense vraiment, ce que je désire profondément, je vous le dis. Vous voyez ça chez des enfants. Quand il n'y a pas encore, on voit des enfants quand ils sont petits et qui sont éduqués convenablement, j'ai envie de dire, alors on voit qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Ils ne voient pas encore la complexité et la complication du monde. C'est clair. Un lien directement, ce qui sort du cœur arrive dans la bouche. Que dira le Rav Kook sur la Midat HaEmuna, justement, que quand il y a ce lien fidèle à Kadosh Baruch Hu naturellement, quand vient s'ajouter la dimension intellectuelle à cette Emuna, il faut surtout faire en sorte qu'elle ne prenne pas, qu'elle ne soit pas un obstacle, qu'elle ne souille pas cette Emuna Tivit, ce lien étroit avec Kadosh Baruch Hu, que ça vient s'ajouter. Ça, quand on dit Tamim Tieh Hashem Elohecha, sois intègre avec ton Dieu, ça ne veut pas dire sois bête. Mais au contraire, ça veut dire que tu restes totalement tamim, totalement entier avec Akadosh Baruch Hu, malgré les difficultés que tu peux traverser. La bouche de Yosef qui parle, elle est reliée de manière intégrale avec son cœur. Quand même 22 ans qui sont passés, dont les années en prison. Non, il est resté fidèle au Beth Midrash de Yaakov, à son identité profondément hébraïque. Kemo, Ve'a, il y a un dove qui est là. Ve'im, Totsi Yakar Mezolel qui est fitié. Bon, je passe quelques lignes. Donc, l'intention profondément de Yosef, justement, c'est cette vitalité qu'il porte en lui. Regardez, s'il vous plaît, 3, 4, 5e ligne. De la deuxième colonne, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e ligne en partant du bas. Kelomar, Ratson Hashem. C'est quoi ma volonté profonde? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pérouja amour, kan, pérouja retsoni. Kelomar, retsoni apnimi ou amedaber. Quand je dis ma bouche qui parle, c'est ma volonté profondément intérieure qui s'exprime. Je rappelle souvent quand on fait Ashrei Yosevetecha et qu'on dit Poter et Tedecha, Mazbiya, l'école Ratson. Que ta volonté profonde soit révélée extérieurement. Ta volonté profonde, c'est ma volonté. Quand on dit Yeratson, on n'a pas dit Yeratzoncha. On dit Yeratson milefanecha. La volonté. La vraie volonté, la plus authentique, c'est la volonté du Créateur, qu'on porte en soi. Ma bouche qui parle, c'est la volonté du Créateur. Ma volonté profonde. Et pas une volonté, justement, tout à l'heure, le Maharal, Akara Atzmit, une volonté, une identité profondément intrinsèque à moi. Et pas une identité qui serait, au bout du compte, le sujet des cultures environnantes, des nations environnantes. Malheureusement, l'exil a fait que notre volonté, eh bien, parfois, elle est marocaine, elle est polonaise, elle est française. Mais il faut qu'elle redevienne juive, hébraïque. Ça, c'est Yosef. Ve'en diburi mina safa melachus. Ma parole n'est pas seulement une parole extérieure. Donc, notamment le Maharal dans Netivot Olam sur la langue, rappelle que la parole est le lien intrinsèque entre la neshama et le corps. Donc, il doit y avoir un travail exceptionnel pour arriver
émettre cet équilibre. Aval pi velibi shavim. Ma bouche et mon cœur sont en égalité, sont en cohérence. Ve'aratzon apnimi, donc la volonté profondément intérieure est en accord avec ma parole extérieure. Et c'est pour ça que justement, vos yeux, enechem ro'ot, vos yeux qui voient, vous voyez de vos propres yeux que tout ce que je dis, c'est ce que je suis. Nous raconte plusieurs chachamim quand on parle des chachamim qui parlent dans le traité de Havot, Maxime des Pères, Maseret Havot. Achacham Aya Omer, un des commentateurs qui dit, un des commentaires sur ce chacham avait l'habitude de dire. Alors un des commentateurs dit justement, il était ce qu'il disait. Quand un chacham s'exprime, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il dit. Ce qui est plus difficile aujourd'hui peut-être parfois. Mais un vrai Talmid Chacham authentique, il est totalement en cohérence avec ce qu'il dit. Si c'est vrai pour un Talmid Chacham, c'est d'autant plus vrai pour Yosef Hatzadik. Donc ce rapport justement que les frères ont reconnu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement encore une fois une dimension sémantique, c'est la dimension justement de toute la culture qui va avec. Et je termine avec quelque chose que je crois pas, à ma connaissance, vous l'avoir déjà soumis, mais quelque chose qui est très important, qui est une lettre à propos de la langue hébraïque. Je vous dis qu'on parlait tout à l'heure de la traduction de la Torah en grec, de Ditevet, et donc encore une fois, ce rapport à la langue, ce rapport à la fidélité linguistique, qui n'est pas seulement une fidélité linguistique, mais une fidélité culturelle. Combien il est difficile, encore une fois, d'être fidèle à la mentalité, à la culture hébraïque. Eh bien, un précurseur, j'ai envie de dire, en 1926, le 26 décembre 1926 exactement, à propos de notre langue, le professeur Gershom Shalom, qui est un grand spécialiste de la Kabbalah dans le monde universitaire, a écrit une lettre à un ami qui s'appelle Franz Rosenzweig. Vous connaissez l'Étoile de la Rédemption. Vous n'avez pas parlé de ça avant, je vous ai évoqué ça, c'est très important cette lettre. Et il écrit cette lettre donc à Franz Rosenzweig, lui qui est en Israël, et Franz qui est en Allemagne. Et il lui dit comme cela. Il existe, en plus des Arabes, il existe un autre danger bien plus inquiétant que la nation arabe et qui est une conséquence nécessaire de l'entreprise sioniste. Qu'en est-il de l'actualisation de la langue hébraïque? Ah, j'ai oublié de citer. Ça se trouve chez M. Benjamin Gross, L'aventure du langage, parmi tous les livres de Benjamin Gross, qui est évidemment exceptionnel, un de plus qui est exceptionnel. Et il nous cite un danger énorme. Quel est ce danger? A priori, il est clair que le danger arabe est bien connu. J'ajoute que, est-ce qu'on peut éviter l'actualisation de la langue? Si c'est un pays moderne, évidemment, il y a une langue qui évolue aussi. Mais le problème, la sécularisation de la langue, je saute quelques lignes mais je poursuis, la sécularisation de la langue n'est qu'une façon de parler, une expression toute faite. C'est-à-dire que l'État d'Israël qui est en train de se constituer est un État qui n'a pas forcément fondé ses valeurs sur l'hébraïsme traditionnel. Parfois, il est arrivé que ce sont des Juifs qui ont quitté la yeshiva. En quittant la yeshiva, ils ont remis en cause cette fidélité à cet hébreu traditionnel, à ce Lashon HaKodesh qu'on a évoqué tout à l'heure. Il est impossible de vider leur charge des mots bourrés de sens, à moins d'y sacrifier la langue elle-même. En essayant de séculariser la langue hébraïque, eh bien, on a fait beaucoup plus que ça. On a quelque part, je vais utiliser un terme très fort, profané la langue hébraïque. C'est un risque énorme. D'un côté, il y a une mitzvah de parler en hébreu, il y a une mitzvah de faire ses courses en hébreu. Le problème, c'est que mal utilisé et en essayant, en prétextant un hébreu moderne et israélien moderne, il y a un risque qu'on soit dans l'obligation de traduire de l'hébreu à l'hébreu quand on va parler de termes aussi importants qui est la Lashon HaKodesh.
Vous allez comprendre en 2000 encore plus de force. La puissance religieuse, poursuit Gershom Sholem, la puissance religieuse de ce langage, elle peut se retourner violemment contre ceux qui le parlent. Et le jour où cette explosion se produira, quelle sera la génération qui en subira les effets? Quant à nous, nous vivons à l'intérieur de notre langue. Pareil, pour la plupart d'entre nous, à des aveugles qui marchent au-dessus d'une abîme. Mais lorsque la vue nous sera rendue, à nous ou à nos descendants, ne tomberons-nous pas au fond de cet abîme? Et nul ne peut savoir si le sacrifice de ceux qui seront anéantis dans cette chute suffira à le refermer, etc., etc. Ce sont nos enfants, eux qui ne connaissent plus d'autre langue, eux et seulement eux, qui devront payer le prix de ces retrouvailles que nous leur avons préparées. Vous aviez, à l'occasion, il y a une époque, il y a quelques années, on avait fait ça, un cours à Soukot sur le terme de citoyen, de Ezrach. Tu as utilisé tout à l'heure ce terme qui nous fait toujours beaucoup rire, un arabe israélien. Si un arabe est Ezrach, je dis toujours avec beaucoup d'humour, si un arabe est Ezrach, alors il a l'obligation d'être dans la souka pendant 7 jours. Kola Ezrach Ishel Basouka. Donc, il doit être dans la souka. De transformer la langue, je n'ai pas de profaner la langue, de les chalel et talachon. Ce n'est pas seulement, pas des néologismes qui sont tout à fait légitimes. La langue elle évolue par ces anglicismes, etc., qui n'existaient pas forcément dans la Torah. Mais là, quand on veut essayer de couper la langue de son origine, eh bien, on met en danger tout le phénomène culturel de ce pays qui est le nôtre. Et on remet en cause, au bout du compte, l'évocation de sainteté qui est intimement liée avec l'hébreu. D'accord? Donc, et on se voit bien, et bon, je ne vous ai pas tout lu parce que ça serait long, mais il parle de cette voix qui se fait entendre, et comme il y a les chalel talachon. On est en train d'oublier au bout du compte ce que c'est que le Shana Kodesh. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En essayant, ne serait-ce que par cette discussion, eh bien, on est conscient du problème. Et on essaie progressivement de se réapproprier cette évocation de sainteté, encore une fois, qui est intimement liée à notre langue. D'accord? La langue des yeux, la langue du cœur, qui vont ensemble. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ça va, c'est clair? Yof. Donc, Marshall. Je reprends tout de suite. Ça, c'est un cours sur la page de la semaine. Tac.